Mesdames et messieurs, 15h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française et j'ai le plaisir de les présenter. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi souligne l'importance des projets de la pétrochimie et des industries minières. Des camions d'aide destinés à la bande de Gaza traversent le terminal de Rafah où l'armée de l'occupation a déclaré une pause de combat. Donald Trump négocie en Écosse avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour arracher un accord douanier. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et les ministres des Transports et de l'Industrie et de l'Investissement du pétrole. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné l'importance des projets pétrochimiques et des industries minières mises en place par le ministère du Pétrole et de la Jeunesse. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a d'autre part enjoint d'accélérer le rythme de la localisation en Égypte des industries relatives à ce secteur et d'attirer davantage d'investissements dans ce secteur vital. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est par ailleurs réuni avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre des Transports et de l'Industrie, ainsi qu'avec le conseiller du président pour les affaires financières. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné la nécessité d'achever la mise en place de tout le projet selon le calendrier fixé. Le président a également enjoint de poursuivre les efforts visant à accélérer le rythme de la mise en exécution des projets et des axes logistiques de développement intégrés qui relient les zones de la production aux ports maritimes en cours de développement. Le président a souligné que le développement de ces ports pour devenir des ports axiaux de niveau mondial à d'énormes capacités contribuera à transformer l'Égypte en un centre du commerce mondial. Des camions d'aide humanitaire destinés à la bande de Gaza ont traversé aujourd'hui le terminal frontalier de Rafah depuis l'Égypte en direction du territoire palestinien, où l'armée de l'occupation a déclaré une pause des combats dans certains secteurs. De gros camions chargés de sacs blancs franchissant du côté égyptien à l'entrée du terminal de Rafah qui mène au sud de la bande de Gaza. Toutefois, les camions n'entrent pas directement via le côté palestinien du terminal endommagé et fermé en raison de la guerre. Ils parcourent ensuite quelques kilomètres jusqu'au point de passage israélien de Karam Abou Salem où ils devraient être soumis à une inspection avant de pénétrer dans la zone de Rafah du côté palestinien. Toujours aujourd'hui, la Jordanie a annoncé avoir envoyé un convoi de 60 camions transportant 962 tonnes de denrées alimentaires et de farine qui devraient entrer dans le nord de la bande de Gaza via le point de passage israélien de Zekim. Le bateau Handala, exploité par le mouvement interpalestinien Flottille pour la liberté, est arrivé en Israël aujourd'hui après avoir été intercepté par l'armée d'occupation israélienne alors qu'il s'est dirigé vers Gaza avec de l'aide humanitaire. Les membres de son équipage, dont le bilan humain s'est élevé à 59 621 martyrs et 144 851 blessés dans la bande de Gaza depuis. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, s'est envolé aujourd'hui pour New York, où il doit participer à une conférence internationale de haut niveau sur la cause palestinienne tenue au siège de l'ONU. La conférence tenue au siège de l'ONU sur les moyens de parvenir à un règlement définitif au conflit israélo-palestinien et de mettre en œuvre la solution à deux États, ultime voie pour instaurer la paix et stabilité dans la région. Dans des déclarations à la presse à bord de l'avion, le chef de la diplomatie a fustigé les rumeurs promues par des mouvements terroristes selon lesquels l'Égypte participe au siège imposé contre nos frères à Gaza. Abdelghati a réitéré que le passage de Rafah est ouvert 24/24 du côté de l'Égypte et que ce sont des forces d'occupation qui contrôlent le passage du côté palestinien et bloquent l'accès de l'aide humanitaire.
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 3 personnes avaient été tuées hier par des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Israël affirmant de son côté avoir tué un responsable du Hezbollah. Elle n'a pas précisé le lieu exact de la frappe. Le ministère de la Santé a ensuite rapporté que transportant une grenade s'était écrasée près de la ville frontalière de Maïs et Djabal. Malgré un accord de cessez-le-feu conclu après plus d'1 an d'hostilité, dont 2 mois de guerre ouverte et ont affaibli le Hezbollah, Israël poursuit régulièrement ses frappes au Liban, principalement dans le sud. L'armée russe a revendiqué hier la prise d'un nouveau village dans la région de Dnipropetrovsk, le deuxième de cette partie du centre-est de l'Ukraine depuis le début de son guerre en février 2022. La Russie continue de grignoter le terrain en Ukraine après que la 3e session de pourparlers de paix entre Russes et Ukrainiens s'est achevée mercredi à Istanbul sans progrès tangible. Les forces russes ont libéré la localité de Malievka dans la région de Dnipropetrovsk, a affirmé l'armée dans un communiqué sur Telegram. Début juillet, la Russie avait revendiqué la conquête d'une première localité, celle de Dachnoï, dans cette région. La prise de Malievka, si elle était confirmée, constituerait un nouveau revers symbolique pour les militaires ukrainiens. Une progression russe dans la région de Dnipropetrovsk aurait une valeur stratégique importante dans les discussions diplomatiques en vue d'un règlement de conflit. L'armée russe a également confirmé samedi s'être emparée du village de Zeliniai dans la région ukrainienne orientale de Donetsk, se félicitant dans un communiqué de sa conquête d'un nouveau poste d'appui important des forces ukrainiennes. Le président russe Vladimir Poutine réclame que Kiev cède à la Russie les régions ukrainiennes annexées et que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN. Des conditions inacceptables pour les dirigeants ukrainiens et leurs alliés occidentaux. L'Ukraine, pour sa part, exige que l'armée russe se retire entièrement de son territoire occupé à hauteur d'environ 20%. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré vendredi que des discussions avec Moscou sur une rencontre avec Vladimir Poutine avaient commencé. Le Kremlin jugeant de son côté qu'un tel entretien était peu probable dans les 30 prochains jours. La Thaïlande et le Cambodge s'accusent mutuellement d'avoir ouvert les hostilités dimanche au 4e jour de leur conflit, tout en se disant prêts à discuter d'un cessez-le-feu. Après l'intervention du président américain Donald Trump, les deux royaumes d'Asie et du Sud-Est sont aux prises dans l'épisode le plus meurtrier en près de 15 ans d'un différend territorial au long cours. Les échanges de tirs, bombardements et frappes aériennes ont fait au moins 34 morts et provoqué le déplacement d'environ 200 000 personnes. Les deux camps joints hier par le président américain Donald Trump ont assuré vouloir entamer des discussions. Mais aujourd'hui, les combats ont repris et chaque capitale a accusé l'autre de manquer à sa parade. La NASA, l'agence spatiale américaine, va perdre près de 3 900 employés dans le cadre de la politique menée par Donald Trump de dégraissage des employés fédéraux, alors que le président a fait des missions habitées sur la Lune. Mars une priorité. Dans un communiqué transmis par email, la prestigieuse agence a fait savoir qu'environ 3 000 personnes ont participé à la deuxième vague de son programme de licenciement différé qui s'est achevé vendredi. Si l'on ajoute les 370 personnes qui ont participé au premier cycle de ce programme et les départs réguliers du personnel. L'agence spatiale américaine voit ses effectifs passer de 18 000 employés avant l'arrivée de Donald Trump du pouvoir fin janvier, 14 000, soit une baisse de 20%. Dans notre rubrique économique, le président américain Donald Trump négocie aujourd'hui en Écosse avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour arracher un accord douanier. Le président américain se donne jusqu'au 1er août avant d'assommer les produits européens entrant aux États-Unis de ses frontières de 30%. Un commentaire.
Nous avons une chance sur 2 de trouver un accord, avait lancé Donald Trump vendredi à son arrivée en Écosse, d'où il repartira mardi en estimant qu'il restait environ 20 sujets contentieux à régler. Jeudi, un porte-parole de la Commission européenne avait affirmé qu'un accord était à la portée de main. Selon plusieurs sources européennes, le texte en discussion prévoit des surtaxes douanières de 15%, un montant conséquent sur les exportations européennes à destination des États-Unis avec des exemptions sur l'aéronautique ou les spiritueux, mais pas le vin. L'acier serait soumis à des règles spécifiques, avec des quotas pour les importations en provenance d'Europe. Les Européens s'engageraient aussi à acheter du gaz naturel liquéfié à investir aux États-Unis. L'Union européenne est actuellement soumise à une taxe de 25% sur les voitures, de 50% sur l'acier et l'aluminium, ainsi qu'à des droits de douane généraux de 10%. Si Ursula von der Leyen et Donald Trump ne parvenaient pas à s'entendre, Bruxelles assure être prêt à riposter en taxant des produits et services américains. L'exécutif européen, sous l'impulsion de certains pays comme la France, pourrait aussi geler l'accès au marché public européen ou bloquer certains investissements. Et sur notre volet sportif, Elena Rybakina est venue à bout de la numéro 12 mondiale en 3 jeux décisifs dans un match marathon. La jeune Canadienne Lila Fernandez Et terminons notre journal en Grèce. C'est la météo qui a continué aujourd'hui à faire face à de violents incendies de forêt attisés par des vents puissants qui ont provoqué de nombreux dégâts et entraîné des évacuations. Pour le deuxième jour, le feu faisait rage ce matin dans la région du Péloponnèse à l'ouest de la capitale Athènes, ainsi que sur les îles d'Élie, où des avions, des hélicoptères ont fait leur travail de lutte contre les flammes. Un commentaire. De l'île de Grèce à la péninsule du Péloponnèse, en passant par la région de la capitale, plusieurs des feux d'incendie inquiétaient les autorités pour qui le plus difficile est encore à venir. Tous les services de sapeurs-pompiers du pays ont été placés en état d'alerte générale, ainsi que toutes les forces de la protection civile. Dans ce pays méditerranéen, coutumé des vagues de chaleur intense, quelques 52 départs de feu ont été répertoriés par les pompiers au cours des dernières 24 heures, dont 44 ont toutefois pu être maîtrisés. Depuis lundi, l'ensemble du pays est frappé par une canicule qui a fait monter le thermomètre jusqu'à 45,8 degrés centigrades vendredi localement. Le risque d'incendie reste très élevé pour dimanche dans l'Attique, le centre et l'ouest de la Grèce, la Crète notamment, selon la protection civile. Samedi, 6e jour consécutif de forte chaleur, la température à Athènes a atteint 40,8 degrés et ne devrait retomber qu'à partir de lundi, selon les prévisions météorologiques. La Grèce, qui subit fortement l'impact du changement climatique, a demandé l'aide de l'Union européenne pour faire face aux flammes avec 6 avions de lutte contre les incendies via le programme européen de partage de ressources. 5 personnes ont été hospitalisées, dont un pompier qui souffre de brûlures, 3 personnes touchées par des problèmes respiratoires et une femme âgée présentant des symptômes de crise cardiaque. En fin de journée, un ciel chargé de fumée, oscillant entre le gris et le rouge, s'est formé au-dessus d'Athènes. De vents violents de force 5 à 6 degrés sur l'échelle de Beaufort compliquaient les opérations de pompiers alors que la protection civile avait placé l'Attique, la région d'Athènes, en vigilance rouge, représentant le niveau maximum en raison du risque extrême d'incendie. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sur les incendies en Grèce, on vient à la fin de notre journal. Merci pour votre attention et bonne soirée.